Nous n'allons pas rater la répétition du mariage de ta sœur pour une échographie. C'était mon père. Sa voix était devenue plate au bout du fil. Le même ton qu'il utilisait pour renvoyer une tasse de café froid. Je me tenais au bureau des admissions au 3e étage. Un stylo attaché par une chaînette à la main et un formulaire de consentement plaqué en dessous. Une infirmière avec qui j'avais travaillé pendant 6 ans m'observait depuis le comptoir, faisant semblant de lire son écran pour ne pas avoir à regarder mon visage. D'accord, ai-je dit. Allez-y, puis j'ai signé moi-même sur la ligne. Un seul nom sur une page qui prévoyait un espace pour une deuxième signature. 100 personnes pour l'y apposer. Le stylo a sauté sur la première lettre de mon nom de famille. Une part ridicule et lointaine de moi s'est fait la réflexion qu'il faudrait prévenir le personnel d'entretien que le stylo était en train de mourir. Que la personne suivante allait devoir se battre avec. Puis la douleur est revenue et a balayé net cette pensée. On m'a emmené sur un brancard dans un couloir couleur de thé léger. Une main gantée a trouvé mon poignet et a annoncé un chiffre à voix haute à une autre main gantée. Quand on m'a demandé qui appeler, j'ai donné le seul nom d'une personne qui serait venue. Et elle se trouvait à 150 km de là, sur une autoroute sombre. Avec un téléphone déchargé dans le coffre de sa voiture. Un masque s'est posé sur ma bouche. Une voix calme m'a dit de compter à rebours à partir de 10. Je suis allé jusqu'à 7. Quand je me suis réveillé, le monde entier avait un nouveau centre de gravité. Et ma famille ignorait son existence. À l'heure où l'on me ramenait dans une chambre silencieuse. Ils étaient tous les 3 à 40 minutes de là, à l'autre bout de la ville. Sous une guirlande de lumière de café. Apprenant à marcher lentement en rythme dans une allée étroite et répétée. Pendant 2 jours, j'ai récupéré dans une chambre avec une seule chaise. Et personne ne s'y est assis. Les fleurs sur le rebord de la fenêtre venaient de l'équipe de nuit de mon propre étage. Mes collègues, les personnes qui partageaient mon vestiaire, pas celles qui partageaient mon sang. J'aimerais vous dire que j'ai pleuré. Ce ne fut pas le cas, pas à ce moment-là. Je suis resté très immobile et j'ai écouté les roulettes des chariots tourner dans le couloir. Et j'ai fait ce que j'ai fait toute ma vie, me faire toute petite. Silencieuse et utile jusqu'à ce que le danger décide de m'ignorer. Pour comprendre pourquoi mes mains sont restées stables sur ce stylo. Pourquoi j'ai pu signer mon propre nom pour entrer dans la pire et la plus belle nuit de ma vie sans trembler, il faut remonter à une table de cuisine 20 ans plus tôt. Auprès d'une femme qui n'est plus là aujourd'hui. Et d'une douce couverture jaune qu'elle avait pliée et rangée pour un jour dont elle jurait la venue. Si vous avez déjà été la personne que personne n'a conduite à l'hôpital. Celle qui a appris à demander moins pour que personne ne puisse plus jamais la décevoir, alors. Quelque part sous vos côtes, vous connaissez déjà cette histoire. Je ne vous demanderai qu'une seule chose pour l'instant, restez avec moi jusqu'au bout. Il y a un nom à la fin de tout cela. Et vous voudrez être là lorsqu'il sera enfin prononcé à voix haute. Ma grand-mère s'appelait Nora. Elle vivait dans une maison étroite qui sentait le repassage et le linge propre. Et elle était la seule adulte de mon enfance qui me regardait en premier lorsque j'entrais dans une pièce. J'avais 17 ans le dernier automne où elle était encore bien portante. Je la revois encore à sa table de cuisine, avec un tambour de flanelle jaune sur les genoux. Passant une aiguille à travers le tissu à la lueur de la lampe. En plissant les yeux comme elle refusait d'admettre qu'elle le faisait. Ma sœur Chelsea avait 14 ans et se trouvait dans le salon. Et la voix de ma mère ne cessait de nous parvenir, « Chelsea, rechante-leur ce passage. Chelsea. Mets-toi là où la lumière est bonne. » Parce que Chelsea avait un solo au concert d'hiver. Et toute la maison avait été réorganisée autour de cela pendant un mois. Nora n'a pas levé la tête de sa flanelle. « Tu es bien silencieuse ce soir, » m'a-t-elle dit. Pas comme un reproche, mais comme une observation, de la même façon dont on remarquerait la météo. Je suis toujours silencieuse. Ai-je répondu. Tu es toujours en train d'écouter. A-t-elle dit. C'est différent. Les gens qui écoutent finissent par en savoir plus que ce que les autres voudraient. Elle a coupé le fil avec ses dents.
A levé la petite couverture vers la lampe et la tourner pour que je puisse voir le coin où elle avait brodé une étoile jaune un peu tordue. C'est pour ton tout premier, a-t-elle dit. Ton premier bébé. Peu importe quand elle viendra. Ne discute pas avec moi là-dessus. Grand-mère? J'ai 17 ans. Je sais exactement quel âge tu as. Elle l'a plié en un carré de la taille d'un recueil de cantiques. L'a posé dans mes mains et a refermé mes doigts dessus. Ses mains étaient parcheminées, chaudes et d'une certitude absolue. Écoute-moi bien maintenant. Parce que ta mère ne le dira pas et ton père ne sait pas comment faire. Un jour, tu seras le monde entier de quelqu'un, et tu seras doué pour ça. Mieux que doué. Parce que tu sais déjà exactement ce que cela fait de naître le monde de personnes. Elle a soutenu mon regard jusqu'à ce que je ne puisse plus m'en détourner. Tu étais celle que j'aurais choisie si l'on avait le choix. Garde bien cela en toi quand je ne serai plus là pour te le répéter. Dans le salon, Chelsea a atteint sa note aiguë et ma mère a applaudi comme si nous étions à Carnegie Hall. Nora est morte au mois de mars suivant. Ma mère a choisi les lectures pour les funérailles. Aucune n'était la mienne. J'ai gardé la couverture dans une boîte en cèdre tout au long de mes études d'infirmière. Dans un studio avec un radiateur qui cognait toute la nuit. Puis pendant 8 ans dans un service de maternité où j'ai accueilli les bébés d'autres femmes pour les déposer, chauds, furieux et tout neufs. Dans des bras toujours entourés de proches qui attendaient dans le couloir depuis des heures. J'étais doué pour mon travail. J'étais très doué pour être celle qui restait calme et solide pendant que la famille de quelqu'un d'autres pleuraient de ce bonheur si chanceux. J'avais 30 ans quand j'ai décidé que j'avais fini d'attendre l'allée centrale. La bague au doigt et la permission de tout le monde. J'avais des économies. Un emploi stable et le souvenir d'une grand-mère qui m'avait appris à aimer quelqu'un qui ne pouvait encore rien donner en retour. Alors, je l'ai choisi délibérément, avec un médecin. Un projet et une petite joie privée dont je n'ai pas parlé à ma famille. Parce que je savais déjà ce que ma mère faisait de toute joie qui n'appartenait pas à Chelsea. J'avais raison sur ce point. Mais j'ai besoin que vous entendiez à quel point j'avais raison, ce que cela m'a coûté. Et ce que j'ai finalement fait de la seule carte qu'ils n'ont jamais su que je détenais. Car quelques mois après cette nuit passée au bureau des admissions, ils allaient tous les trois s'asseoir à ma table de cuisine pour me demander quelque chose d'immense. Et j'allais dire oui. J'allais sourire, verser le café et dire oui, à une condition. Mais pour comprendre cette scène dans ma cuisine, vous devez comprendre les années qui les ont dressés à s'attendre toujours à un « oui » de ma part. C'est là tout le problème quand on est la personne discrète qui écoute. Votre famille cesse de vous voir comme un être humain et commence à vous voir comme la météo. Fiable, gratuite, présente quand ils ont besoin d'un abri et oubliée dès que le ciel s'éclaircit. À l'âge de 28 ans, j'étais devenu le service d'urgence de la famille. J'étais celle qu'on appelait à 2 heures du matin. Quand Chelsea a fait un tonneau avec sa voiture lors de sa dernière année d'université. J'ai conduit pendant 3 heures dans la nuit. Je suis resté assise avec elle dans un snack jusqu'au lever du soleil et j'ai payé discrètement la franchise parce que nos parents venaient de refinancer leur maison. Et c'était, comme ma mère l'avait expliqué, une chance pour toi d'être une bonne sœur pour une fois. Quand mon père a eu besoin d'une intervention médicale pour laquelle il était trop fier pour demander de l'aide, j'ai pris le rendez-vous. Je l'ai conduit et j'ai attendu sur une chaise en plastique avec ses lunettes de lecture pliées dans ma poche. Quand ma mère a voulu refaire la salle de bain des invités avant la fête de fiançailles de Chelsea, j'ai fait le chèque et nous avons toutes les deux fait semblant qu'il s'agissait d'un prêt dont nous savions pertinemment qu'il ne serait plus jamais mentionné. Je me disais que c'était de l'amour. C'est ainsi qu'il l'appelait, alors c'est ainsi que je l'appelais aussi. Regan est tellement capable, disait ma mère à ses amis. Du ton exact qu'elle utilisait pour parler de la femme qui nettoyait sa maison. Capable. Il m'a fallu des années pour entendre ce qui se cachait sous ce mot, elle n'a besoin de rien. Donc nous n'avons jamais rien à lui donner.
La fête de fiançailles a eu lieu en avril, dans le jardin de mes parents. Sous une tente dont j'avais payé la moitié. J'ai passé la soirée à réapprovisionner la table des boissons et à tenir les manteaux des invités. Et quand ma mère a fait teinter son verre pour porter un toast, elle a dit : « Nous sommes si bénis de voir enfin notre fille posée, enfin prise en charge. » Tous les visages se sont tournés vers Chelsea et Brett. Illuminés d'or sous les guirlandes lumineuses. Je me tenais sur le côté avec un plateau de verre vide et j'ai compris. Avec une clarté qui ne faisait même plus mal, que dans l'arithmétique de ma mère. Je ne faisais pas partie des filles que l'on installe ou dont on prend soin. J'étais celle qui installait et qui prenait soin des autres. Brett était quelqu'un de bien. Je lui accorde au moins cela. Il m'a trouvé près de la table des boissons plus tard, la cravate desserrée, et m'a dit : « Tu sais, tu es la seule raison pour laquelle la moitié de tout ça fonctionne. » Pas vrai ? Ils le savent aussi. Ils n'arrivent juste pas à le dire. Ils pensaient faire preuve de gentillesse. Cela a résonné comme un diagnostic. Pendant les toasts, Chelsea a ri et a annoncé qu'elle et Brett n'allaient pas attendre. Qu'elle voulait être une jeune maman, qu'elle voulait une maison pleine d'enfants. Et ma mère a posé ses deux mains sur son cœur comme si on lui avait offert l'avenir sur un plateau d'argent. Je me souviens avoir pensé, sans avoir la moindre idée de l'importance que cela prendrait par la suite, que j'espérais pour elle que ce serait facile. Ce ne serait pas facile. Mais c'est un fil conducteur pour plus tard. Je veux être honnête avec vous, car ce récit n'a de sens que si je le suis. Je n'ai pas été une sainte dans tout cela. Quelque chose en moi avait commencé à devenir froid et distant. De la même manière qu'une main s'engourdit quand on a dormi dessus. J'ai cessé d'appeler pour donner des nouvelles. J'ai arrêté de proposer mon aide. Quand ma mère me demandait ce qu'il y avait de neuf, je répondais : pas grand-chose. Et je voyais le soulagement passer sur son visage. Car ce « pas grand-chose » signifiait qu'elle n'aurait pas à me faire de place. Gardez cela en mémoire. Au printemps qui a précédé l'hôpital, j'avais dressé toute ma famille à ne rien attendre de moi et à ne rien savoir de ma vie. Je l'avais fait pour me protéger. Je n'avais aucune idée que j'étais aussi en train de créer précisément l'angle mort qui leur permettrait de faire la pire chose qu'ils aient jamais faite et de s'en aller sans jamais s'en rendre compte. Je leur ai annoncé ma grossesse lors d'un dîner dominical parce que cela commençait à se voir et que je refusais d'offrir à ma mère la satisfaction d'une rumeur. J'attends un bébé. Ai-je dit entre le rôti et les pommes de terre. Pour cet automne. C'est une fille. J'ai fait appel à un donneur. Je l'ai planifié. J'en suis heureuse et je vous le dis parce que c'est vrai. Pas pour demander l'avis de qui que ce soit. Les bruits de fourchette se sont arrêtés. Mon père a baissé les yeux vers son assiette. La bouche de Chelsea s'est ouverte puis refermée. Ma mère a posé son verre d'eau avec la précaution d'une femme qui désamorce une bombe et a dit : « Eh bien, c'est un choix, en effet. » C'en est un. Ai-je répondu. Toute seule, a-t-elle ajouté. Toute seule. Sur le ton que quelqu'un d'autre emploierait pour dire « dans la rue ». Et qu'est-ce que je suis censé dire aux gens au mariage de ta sœur quand tu seras. Quand tu seras. Comme ça ? Qu'est-ce que je dois dire ? C'était là. 6 mois avant que sa petite fille ne pousse son premier cri. La toute première pensée de ma mère concernait le plan de table. Tu peux leur dire que j'attends un bébé. Ai-je dit. La plupart des gens trouvent que c'est autorisé. Chelsea s'est reprise assez pour ramener les choses à elle. Tu n'aurais pas pu au moins attendre après le mariage ? A-t-elle lancé. Maintenant. Ça va être toute une histoire. Tout le monde va te regarder. Personne n'a demandé pour quand elle était prévue. Personne n'a demandé si j'avais peur, si c'était difficile de vivre cela seul. Ou comment j'allais l'appeler. Mon père m'a raccompagné jusqu'à ma voiture après le dîner. Ce qui était déjà plus que ce qu'il faisait d'habitude. Près de la portière.
Sa main s'est levée à moitié et sa bouche s'est entr'ouverte pour prononcer un mot. Puis ma mère a crié depuis le perron, « Warren, la tarte !» Il a tapoté le toit de ma voiture à 2 reprises. De la façon dont on tapote un cheval dont on a fini de s'occuper, et il est rentré à l'intérieur. Cette nuit-là, j'ai sorti la couverture jaune de sa boîte en cèdre et je l'ai posée sur le bras du fauteuil. Dans la petite pièce que j'étais en train de transformer en chambre de bébé. Pour qu'elle soit la toute première chose qui nous attendrait à notre retour à la maison. J'ai touché l'étoile tordue de ma grand-mère. Et j'ai dit à voix haute, comme une femme qui a perdu la raison, « Tu avais raison. Elle arrive. » Et pour la première fois de toute ma vie d'adulte, je ne me suis pas senti comme une météo qui traverse le jardin de quelqu'un d'autre. Je me suis senti comme une mère debout dans sa propre maison. Cet été-là a été le plus heureux de ma vie. Et presque personne dans ma famille n'en a été témoin pendant ne serait-ce qu'une minute. Mes collègues, oui. Les femmes de mon unité. Qui avaient vu toutes les manières possibles dont un accouchement peut bien ou mal tourner. On fait bloc autour de moi comme si j'étais l'une des leurs, parce que dans ce service, je l'étais. Deb, de l'équipe de jour, a tricoté un bonnet si petit qu'il tenait sur une ampoule électrique. Franny, l'infirmière en chef, 60 ans et personnellement responsable de la moitié de la ville, s'est mise à appeler ma fille, notre petite, dès le mois de juillet et ne sait plus jamais arrêter. Elles m'ont organisé une fête prénatale dans la salle de repos avec un gâteau de supermarché et une carte que tout le monde avait signée au stylo à billes. Je me tenais là, à 10 heures du soir, à pleurer dans une serviette en papier. Et c'était une bien plus belle célébration que tout ce que ma propre famille m'avait jamais offert. Avant ou depuis. Pendant mes nuits de repos. J'ai peint la petite chambre d'une couleur appelée « beurre du matin » et je me suis battu pour monter un berceau avec une clé Allen et un grand nombre de jurons. Et quand il a été debout, je me suis assise sur le sol de cette pièce à minuit, énorme, en sueur et triomphante, et je me suis autorisé à avoir peur pendant exactement 10 minutes. C'était l'accord que j'avais passé avec moi-même. 10 minutes par nuit pour avoir peur, et ensuite je devais arrêter. Et si quelque chose se passait mal et qu'il n'y avait personne à appeler? Et si je ne suffisais pas, toute seule? Et si je finissais par leur ressembler sans jamais l'avoir voulu? J'ai posé la couverture jaune sur le rebord du berceau. Là où je pouvais voir l'étoile tordue depuis l'entrée. Et j'ai laissé la voix de ma grand-mère répéter ces anciens mots. Tu sais déjà exactement ce que cela fait de naître le monde de personnes. Et j'ai pensé. C'est précisément pour cela que ma fille ne le ressentira pas un seul jour de sa vie. 10 minutes. Puis je me suis relevé du sol. Franny m'a surprise en train de réapprovisionner un placard de matériel à l'aube. Vers la fin de ma grossesse. Elle a posé sa main sèche sur mon poignet, comme le faisait Nora, et m'a dit. Tu accomplis la chose ordinaire la plus courageuse qui soit. Ne laisse personne minimiser cela. Je ne lui ai pas dit que ma famille l'avait déjà fait. J'ai serré une pile de serviettes contre ma poitrine et j'ai cligné des yeux jusqu'à ce que les étagères redeviennent nettes. Le mariage était fixé au dernier samedi de septembre. Ma date d'accouchement était prévue pour la fin octobre. Ma mère avait fait ce calcul à voix haute une seule fois. Lors d'un essayage de robe auquel on m'avait forcé à assister, et avait annoncé, eh bien. Au moins, tu pourras encore remonter l'allée comme demoiselle d'honneur. Puis, réalisant la faille de son propre plan. Si tant est que tu sois capable de rester debout aussi longtemps. Finalement, je ne serai pas du tout demoiselle d'honneur. Chelsea n'avait plus de place dans son cortège. On m'a confié la garde du livre d'or. Je ne me suis pas battu pour cela. J'avais 31 ans. J'étais à 36 semaines de grossesse avec une personne tout entière qui tournait lentement sous mes côtes. Et j'avais cessé d'avoir besoin d'une allée d'église pour donner du sens à quoi que ce soit. Mais comprenez bien où en étaient les choses en ce mois de septembre. Car cela compte pour tout ce qui va suivre. Je la portais dans un corps qui n'avait jamais fait cela auparavant, totalement seul. Tandis que chaque once d'attention de ma famille se déversait dans un mariage qui m'avait assigné à
Faire signer un registre. Puis, le jeudi avant le mariage. Lors de ce qui devait être une échographie de croissance de routine. La technicienne est devenue silencieuse. On apprend à reconnaître ce silence dans mon métier. On apprend l'espèce exacte de silence qui signifie qu'une personne a cessé de bavarder sur vos problèmes de stationnement pour commencer à mesurer quelque chose sur un écran. Elle a dit, je vais juste chercher le docteur à la Fort. Avec cette voix claire et neutre qu'on nous apprend à tous d'adopter. Et je suis resté allongé là, avec du gel froid sur le ventre. À déchiffrer cette pièce comme j'ai déchiffré chaque pièce de toute ma vie. Et je savais déjà, flux réduit. Une ombre au bord du placenta qu'il voulait examiner de plus près. Pas une urgence. C'était l'expression utilisée. Pas encore. Pas une urgence, mais il voulait me revoir le vendredi. Et il voulait que j'appelle à la moindre modification. Le moindre saignement, la moindre baisse de mouvement, quoi que ce soit. Le vendredi, c'était la répétition du mariage. J'ai appelé ma mère depuis le parking couvert. Comprenez bien que je n'ai pas pleuré et que je n'ai pas supplié. J'ai dit, maman. Ils ont trouvé quelque chose à l'échographie hier. Il y a un problème avec le placenta. Ils veulent me surveiller et je devrais peut-être accoucher plus tôt. Peut-être ce week-end. J'aurais vraiment besoin que quelqu'un reste près de son téléphone. Il y a eu une pause. Dans cette pause, j'ai entendu le tintement des verres. Le rire de Chelsea quelque part derrière elle et la voix étouffée de ma mère disant quelque chose là. Paume plaquée sur l'écouteur. Puis elle est revenue en ligne et m'a dit, de sa voix la plus raisonnable. Exactement quel était mon rang. Regan. Ce n'est qu'une échographie. Les gens passent des échographies tous les jours. La répétition a lieu. Demain et je ne peux pas courir d'un bout à l'autre de la ville tout le week-end. Appelle-moi si ça devient une vraie urgence. Appelle-moi si ça devient une vraie urgence. Je suis resté debout dans ce garage en béton. La main à plat sur le haut de mon ventre où ma fille était devenue plus calme cet après-midi-là. Qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Et j'ai pris une décision que je n'ai pas regrettée une seule seconde depuis. J'ai cessé de demander. Je n'ai plus absolument rien demandé à cette famille, depuis cet instant jusqu'à aujourd'hui. Le vendredi soir. C'est devenu une vraie urgence. Cela a commencé un peu après 19h. Alors que j'étais debout devant mon propre évier de cuisine en train de rincer une tasse de café. Une sensation de chaleur anormale. J'ai baissé les yeux et le monde a très doucement basculé sur le côté. L'infirmière de maternité en moi s'est aussitôt interposée devant la mère terrifiée que j'étais. Parce que c'est une chose que je sais faire. Et elle a dit à voix haute, d'un calme absolu, dans une cuisine vide, très bien. On y va maintenant. Je n'ai pas appelé d'ambulance. Je sais. Chaque réflexe que j'avais inculqué à une patiente disait d'appeler. Mais je suis monté dans ma propre voiture et j'ai conduit moi-même pendant les 11 minutes qui me séparaient de l'hôpital où je travaillais. Parce que 11 minutes, c'était plus rapide que d'attendre. Et parce que, quelque part au fond de moi, j'avais déjà compris la vérité centrale de cette nuit-là, j'étais la seule à venir pour moi. J'ai appelé Meg depuis la voiture, ma meilleure amie. À 150 km au nord dans la maison de vacances de sa sœur. Je suis tombé sur sa boîte vocale et j'ai laissé un message dont je n'arrive toujours pas à me souvenir. Elle le découvrirait 4 heures plus tard à côté d'un téléphone déchargé. Prendrait la route dans la nuit et arriverait après que le pire soit déjà passé. Je n'ai appelé personne d'autre sur le trajet. J'avais retenu ma leçon du jeudi. Je me suis garé de travers sur le parking du personnel et je suis entré par les portes que j'empruntais pour aller travailler. La femme au bureau du 3e étage était quelqu'un que je connaissais. Son visage a eu cette réaction si particulière des visages qui vous reconnaissent et enregistrent. Dans la même demi-seconde que cette fois, vous ne faites pas partie du personnel de service. C'est là que j'ai passé le dernier coup de fil. Je me tenais à ce bureau avec un stylo attaché à une chaînette et un formulaire de consentement.
Et j'ai réessayé mes parents une ultime fois. Parce qu'une personne peut s'entraîner à ne plus rien espérer et pourtant, dans la pire minute de sa vie, tendre quand même la main vers le téléphone. Le portable de ma mère est tombé directement sur sa messagerie. Elle l'avait éteint pour le dîner de répétition. J'ai donc eu mon père. J'entendais le restaurant derrière lui, les couverts. Une cuillère qu'on tapotait contre un verre pour réclamer le silence. J'ai dit, papa, je suis à l'hôpital. Je saigne. Ils vont faire naître le bébé ce soir? S'il te plaît. Et mon père, à 40 minutes de là sous une guirlande de lumière de café, a répondu. Nous ne manquons pas la répétition de ta sœur pour une échographie. Puis, plus bas, presque avec douceur, ce qui était tellement pire. Ne ramène pas toute l'attention sur toi ce soir, Regan. Appelle-nous quand ce sera fini. D'accord? Ai-je dit. Allez-y. J'ai raccroché. J'ai signé moi-même sur la ligne. Vous connaissez déjà cette partie. Vous étiez là avec moi dès le tout début. Ce que vous ne pouviez pas voir de l'extérieur à cet instant, c'est que sous mon calme apparent, j'étais en train de faire l'arithmétique la plus coûteuse de mon existence, les soustraire, un par un, de la liste des personnes que j'autoriserai un jour à me décevoir à nouveau. Cela n'a pas fait mal de la manière dont on pourrait s'y attendre. Cela ressemblait plutôt au fait de poser enfin quelque chose de lourd que l'on portait en Odin. Escalier depuis 31 ans. Décollement placentaire. Le placenta qui se détache de la paroi utérine avant que le bébé ne soit sorti. Ce qui signifie que son oxygène et mon sang partent tous deux dans la mauvaise direction et à une vitesse alarmante. Je savais exactement ce que c'était. C'est une terreur bien spécifique que d'être la personne sur le brancard qui connaît chaque branche de ce funeste arbre diagnostique pendant qu'on vous précipite sous les néons blafards. Je connaissais les chiffres. Je savais ce que « nous devons agir immédiatement » voulait réellement dire avec cette intonation-là, parce que j'avais moi-même employé cette voix auprès d'autres femmes. Ils ont abaissé le masque. Compte à rebours à partir de 10. Je suis allé jusqu'à 7. Je me suis réveillé dans une salle de réveil face à un moniteur dont j'aurais pu réciter les bruits. Dans mon sommeil. Et pendant une longue seconde assourdissante et vide, j'ai ignoré si j'étais encore mère. Mes mains se sont posées sur mon ventre qui avait soudain, terriblement, changé de forme. Puis une voix, Franny. Elle avait appris par le bouche à oreille que l'une des nôtres était en détresse et avait fait le trajet sur son jour de repos, en vêtements civils. La main de Franny s'est refermée sur mes deux mains. Elle a approché son visage tout près du mien et a dit, elle est là. Elle est toute petite. Elle est furieuse et elle est là. 2 kg de sang. Elle est en néonatologie et elle respire. Toute seule. Regan, tu as réussi. Elle est là. Elle est là. J'aimerais vous dire que j'ai dit quelque chose à la hauteur du moment. Ce que j'ai dit, c'est, est-ce qu'elle a chaud? Même pas une question. De la façon dont c'est sorti, mon être tout entier s'est réduit à ce seul mot, chaud. Parce que c'était en septembre, qu'elle était prématurée et menue. Que je ne pouvais pas encore me lever et que le seul rôle de mère qui m'était accessible depuis une salle de réveil était de m'assurer que ma fille avait chaud. Franny a compris. Bien sûr qu'elle a compris. Je vais la réchauffer. A-t-elle dit. Repose-toi. Je veille sur elle jusqu'à ce que tu puisses la prendre dans tes bras. Je n'avais pas la couverture. Elle était restée à la maison, pliée sur le rebord du berceau, attendant un retour qui s'était réorganisé en urgence médicale. L'étoile jaune un peu tordue de ma grand-mère n'a donc pas touché ma fille cette première nuit. C'est une couverture de l'hôpital qui l'a enveloppée, blanche avec de fines rayures roses et bleues. Exactement le genre de modèle que j'avais enroulé autour des bébés d'un millier d'autres femmes. Gardez ce détail en mémoire. Il revient plus tard. On me l'a amené à 4 heures du matin. Une infirmière m'a transporté en fauteuil, a baissé la barrière et a déposé ce petit être rouge. Furieux,
parfait et âgé de quelques heures à peine sur ma poitrine. Elle a cessé de pleurer et a levé les yeux vers moi avec la férocité encore floue des nouveau-nés. Et chaque muraille que j'avais jamais érigée s'est effondrée d'un coup, sans faire mal en tombant. L'infirmière? Une jeune femme que j'avais formée 2 ans plus tôt et qui pleurait ouvertement sans chercher à le cacher, tenait son porte-bloc prêt. Avons-nous un prénom pour le certificat? Ou veux-tu encore un peu de temps? Je n'avais pas besoin de plus de temps. Je le savais depuis des mois. Je le savais en réalité depuis mes 17 ans. Assise à une table de cuisine avec un carré de flanelle jaune plié dans mes mains. Nora. Ai-je dit. Son nom est Nora. J'ai donné à ma fille le prénom de la seule personne dans ma vie qui m'ait jamais regardé en premier en entrant dans une pièce. La seule qui ait jamais dit à voix haute qu'elle m'aurait choisi. J'ai offert ce prénom à ma petite fille comme un bouclier. Une promesse et un héritage tout à la fois. Et je l'ai murmuré au sommet de son crâne à 4 heures du matin. Dans une pièce où pas une seule personne liée à moi par le sang n'avait songé à venir. Ma sœur s'est mariée ce même après-midi à l'autre bout de la ville. J'ai vu les photos. La météo, tout le monde en convenait, était parfaite. Voici ce que je ne savais pas encore. Allongé dans ce lit avec Nora sur la poitrine et mon téléphone retourné sur la table de nuit. J'ignorais que pendant que j'apprenais le poids exact de ma fille, ma famille était déjà en train de décider de ce qu'il convenait de faire à son sujet. Non pas de décider s'il devait venir, cela avait déjà été tranché. Mais de ce qu'il fallait faire de son existence même. Celle d'un bébé arrivé à la pire heure possible, hors programme, hors scénario. Gênant pour une histoire qu'ils avaient passé 1 an et dépensé beaucoup d'argent à mettre en scène. Il se passerait 3 mois avant que j'apprenne ce qu'ils avaient décidé. Et quand je l'ai su, cela m'a transformé. De la femme qui avait discrètement cessé de demander de l'aide. Je suis devenu une femme avec un dossier. Nora a passé 17 jours en néonatologie. J'ai plus ou moins vécu dans la salle d'attente des familles au 4e étage. Dans un fauteuil inclinable qui sentait l'angoisse des autres, tirant mon lait. Lisant ses moniteurs par cœur et apprenant les traits de son visage. Mes collègues se relayaient pendant leur pause comme selon un planning qu'elles auraient établi. Sans m'en parler. Il y avait toujours une blouse familière dans l'embrasure de la porte avec un café. Une barre de céréales et nul besoin de parler. Meg a pris une semaine de congé, a dormi sur mon canapé. A fait mes lessives et a pleuré dans ma salle de bain là où elle pensait que je ne pouvais pas l'entendre. Mon service, mes amis. Une femme de 60 ans nommée Franny qui ne m'était liée par aucune goutte de sang. Voilà qui a ramené ma fille à la maison. De ma famille, au cours de ces 17 jours, je n'ai reçu qu'un seul message texte. Ma mère, au 4e jour, en prenant tout son temps. Heureuse d'apprendre que tout s'est arrangé. Nous passerons une fois que les choses se seront un peu tassées. Félicitations. Félicitations. Avec un point final. À 6 kilomètres de là. Ils ne sont pas passés une fois les choses tassées. Pour eux, les choses s'étaient déjà tassées depuis longtemps. J'ai ramené Nora à la maison par un froid après-midi d'octobre. Et la toute première chose que j'ai faite, avant même de sortir le siège auto ou de prendre une seule photo, a été de soulever la couverture jaune de ma grand-mère du rebord du berceau. D'en envelopper ma fille, avec l'étoile tordue bien visible. Et de me tenir au milieu de la petite maison que j'avais achetée avec mon propre argent patiemment. Économisé, pour laisser les deux se rencontrer enfin. La femme qui m'avait choisi et la petite fille que j'avais choisie. La voilà. Ai-je dit à l'étoile. Voilà ta Nora. Je sais comment cela sonne. Je l'ai fait quand même. J'étais heureuse. Vous devez le savoir, car la suite pourrait vous faire croire qu'il s'agit d'une histoire de misère. Et ce n'est pas le cas. C'est l'histoire d'une femme heureuse avec un dossier. Ces premiers mois ont été difficiles de la manière dont la maternité débutante est difficile pour
quiconque s'y aventure. Le manque de sommeil, la peur, cet amour sauvage et viscéral qui débarque sans mode d'emploi. Mais je n'étais pas seul, car j'avais bâti, sans l'avoir prémédité, toute une famille faite de gens qui répondaient présents. Le silence de ma famille biologique avait cessé d'être une blessure. Sincèrement, cela ressemblait à un nuage qui était enfin parti encombrer le ciel de quelqu'un d'autre. Puis est arrivé Noël. Mon père a une sœur cadette, ma tante Colline, la fille de ma grand-mère. Ce qui signifie qu'elle a les mains de Norae, comme cela s'est avéré. La colonne vertébrale de Nora. Colline vit à 2 états de là et avait manqué le mariage en raison d'un problème à la hanche. On lui avait donc servi la même histoire qu'à tout le monde et elle n'avait aucune raison humaine d'en douter. Elle m'a appelé 2 jours avant Noël pour me dire qu'elle pensait à moi. Je voulais juste que tu entendes une voix bienveillante aujourd'hui, a-t-elle dit. Avec douceur et prévenance. Je sais que c'est ton premier Noël depuis que tu as perdu le bébé, ma chérie. Je sais que ta mère a dit que la famille ne devait pas aborder le sujet. Mais je ne suis pas ta mère. Et je voulais que tu saches que j'ai allumé une bougie pour la petite ce matin. La cuisine est devenue d'un calme absolu autour de moi. Dans la pièce d'à côté, Nora était assise dans son transat, mâchouillant son propre poing. Glorieusement, bruyamment, indéniablement vivante. Colline? Ai-je dit? Redis-moi ça lentement. Qu'est-ce que ma mère t'a raconté exactement? Ce que ma mère leur avait raconté au mariage, à la réception, dans la file des félicitations. Vêtue de sa robe de mère de la mariée. C'est que la pauvre Regan avait perdu le bébé cette semaine-là même. N'était-ce pas tragique? Le timing n'était-il pas tout simplement insoutenable? Et la famille avait convenu, pour le bien de Regan, vous comprenez, de ne jamais en parler afin de ne pas rouvrir la blessure. Elle s'était tenue au milieu du mariage de ma sœur et avait enterré ma fille vivante pour éviter qu'un seul samedi ne tourne autour d'autre chose que de Chelsea. Elle avait transformé l'enfant que j'avais mis au monde toute seule en une tragédie qui lui donnait l'air courageuse de continuer vaillamment la fête. Puis elle avait scellé le tout sous une consigne de silence déguisée en bienveillance afin que personne ne m'appelle jamais et ne découvre que c'était faux. Il n'avait pas manqué la naissance de Nora. Il l'avait effacée. Il y a une différence fondamentale entre ces deux choses. Et cette différence constitue tout le reste de l'histoire. Je n'ai pas hurlé. Je veux que vous imaginiez l'exact opposé d'un cri. J'ai remercié Colline. Je lui ai dit aussi doucement que possible que le bébé était bien vivant. En parfaite santé et endormi au bout du couloir le ventre plein. Et j'ai écouté une femme de 70 ans, à des centaines de kilomètres de là, commencer à pleurer de cette manière si singulière dont on pleure quand un seul fait réel réorganise tout ce qu'on croyait savoir sur les gens qu'on aime. Et quand j'ai raccroché, j'ai marché dans le couloir et je me suis tenu sur le pas de la porte de la chambre de bébé. Ma fille continuait de dormir sous une couverture jaune ornée d'une étoile un peu tordue, respirant. Réel, nommé, et j'ai compris jusqu'au tréfonds de moi-même exactement ce qui avait été fait. Ce fut la nuit où j'ai cessé d'être une femme qui avait simplement arrêté de demander de l'aide. Je suis allé au placard de l'entrée et j'ai pris une pochette cartonnée vide. De celle avec une petite attache métallique pliable. Je me suis assise à ma table de cuisine, cette même table où ils allaient s'asseoir en juillet. Et j'ai commencé à construire mon dossier. La première chose que j'y ai insérée était une copie de mon dossier médical de cette nuit-là. Je suis infirmière. Je sais comment demander l'accès à mon dossier médical, je sais lire chaque ligne qui s'y trouve. Et je savais que j'étais la seule personne qui ferait jamais parler ces documents. Alors, je les ai fait parler. J'ai demandé chaque page. Je les ai toutes lues dans l'ordre. De la manière dont j'allais un jour les obliger à les lire à voix haute. Et c'était là, consigné dans la typographie impeccable de l'hôpital, toute la nuit. Exposé ligne par ligne. L'heure, les mots, aucun membre de la famille présent, et 3 lignes plus bas, un nom. Un nom que mon père allait devoir prononcer à voix haute, de sa propre voix,
à ma table. Qu'ils s'en sentent capables ou non. Je vais être honnête avec vous, car nous avons dépassé le stade des faux-semblants. Je ne sais pas à quel moment vous auriez perdu patience. Si votre propre mère s'était levée lors d'un mariage pour raconter à toute la famille que votre enfant vivant était mort dans le seul but de préserver le bon déroulement d'une après-midi. Qu'auriez-vous fait de cela? J'aimerais sincèrement le savoir. J'ai hésité pendant des mois à savoir si ce que j'ai fait ensuite relevait de la miséricorde ou de quelque chose de plus froid, et je n'arrive toujours pas à trancher. Restez avec moi et jugez-en par vous-même. Mais d'abord, il a fallu qu'ils viennent me demander de l'argent. Ils sont revenus dans ma vie comme revient un front froid, lentement, puis d'un seul coup. Et toujours pour parler d'eux. Le premier message est arrivé en avril, après 6 mois de silence absolu. Ma mère. Coucou ma chérie. Papa et moi avons discuté et nous nous sentons vraiment mal d'avoir été si peu en contact cette année. La vie a filé à toute vitesse avec le mariage et tout le reste. Nous aimerions beaucoup t'avoir pour le dîner de dimanche. La famille, c'est tout ce qui compte. La famille, c'est tout ce qui compte. Avec un petit cœur rouge de la part de la femme qui avait dit à la famille de 2 États entiers que ma fille était morte. Je n'ai pas répondu pendant 3 jours. Puis j'ai renvoyé un seul mot, d'accord. Parce qu'à ce moment-là, j'avais un dossier. Et une femme qui a un dossier peut se permettre de dire simplement d'accord. Ce qui s'est déroulé au cours des 2 mois suivants s'apparentait à une cour assidue. C'est le seul mot juste. Tout à coup, j'étais invité à tout. Tout à coup, ma mère voulait entendre parler de mon travail. Tout à coup, mon père, qui n'avait pas engagé une conversation avec moi depuis à peu près la fin de mes études, m'envoyait des articles sur la pénurie d'infirmières avec la mention « On pense à toi, ma grande ». J'ai regardé cela se produire avec le calme étrange d'une femme qui regarde un tour de cartes alors qu'elle sait déjà exactement où se trouve la carte maîtresse. Il voulait quelque chose. La seule question encore en suspens était son ampleur. Il y avait des signes révélateurs si l'on savait les lire. Et lire une pièce est la seule chose que j'ai toujours su faire. Au deuxième de ces dîners du dimanche, ma mère a demandé au moment du dessert, d'une voix faite entièrement de miel, si j'avais déjà pensé à vendre ma petite maison pour trouver quelque chose qui demanderait moins d'entretien. Et j'ai compris qu'elle était en train de m'évaluer. De faire le tour du périmètre de ma vie pour estimer ce qu'on pouvait en tirer. Au troisième, mon père a demandé où en étaient mes économies pour la retraite, un homme qui ne m'avait jamais interrogé sur l'argent sauf pour m'en emprunter. Chelsea m'a envoyé une photo d'une chambre de bébé qu'elle décorait, juste pour être prête. En restant positive. Dans une maison que j'apprendrai plus tard qu'elle et Brett ne pouvaient plus s'offrir. Et j'ai regardé cette pièce vide et peinte sur mon écran de téléphone à minuit. Ma propre fille endormie au bout du couloir. Et j'ai senti le piège se resserrer d'un cran supplémentaire autour de nous tous. Ils préparaient leur demande de la même façon dont on monte un dossier juridique. Et pendant tout ce temps, à chacun de ces dîners, aucun d'entre eux n'a prononcé le nom de ma fille. Ni demandé à voir une photo d'elle. Ni laissé la réalité de son existence franchir le seuil de la pièce ne serait-ce qu'une seconde. Ils me voulaient généreuse, et ils avaient besoin que je sois sans enfant pour le justifier. Ainsi, à leur table, ils ont fait de moi ces 2 choses à la fois. J'ai découvert l'ampleur de leur demande lors d'un dîner dominical en juin. C'est venu après que les assiettes ont été débarrassées, dans le salon. Autour du bon café que ma mère ne sort que pour les invités. Chelsea était restée silencieuse tout au long du repas, ce qui aurait dû m'alerter. Brett ne cessait de lui serrer la main sous la table. Et puis ma mère a posé sa tasse avec cette même précaution de démineuse et a dit « Ma chérie. Nous voulions te parler de quelque chose d'important, en famille. » Le problème, s'est-il avéré, c'est que Chelsea ne parvenait pas à tomber enceinte. Il y avait un diagnostic médical, je lui laisse les détails intimes qu'elle ne voudrait pas voir. Exposé aux oreilles d'inconnus. Et il y avait déjà eu 2 tentatives de traitement,
toutes deux infructueuses. Le mariage avait englouti toutes les économies restantes. Et la clinique demandait près de 30 000 $ pour l'essai suivant. Et ils n'avaient tout simplement plus d'argent. Nous avons tous dû faire des sacrifices pour cela, a dit ma mère. Comme si elle s'était elle-même trouvée sur la table d'examen de la clinique. Et nous nous sommes dit. Eh bien, tu as tellement bien réussi financièrement, Regan. Tu as toujours été la plus raisonnable. Celle qui planifie tout, et tu n'as pas vraiment beaucoup d'obligations. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air un instant. Obligation. De l'autre côté de la table basse, toute l'existence de ma fille restait passée sous silence. Comme elle l'était depuis 8 mois. Nora se trouvait à ce moment précis à 5 kilomètres de là, endormie sur la poitrine de Meg. Âgée de 10 mois, dedans, un rire semblable à un sac de billes qu'on renverse. Aucun des 3 individus qui me demandaient de financer un bébé ne voulait prononcer le nom du bébé. Que j'avais déjà. Il l'avait effacé si complètement qu'il pouvait s'asseoir dans une pièce chaleureuse. Demander à une mère d'acheter un enfant pour leur autre fille et se sentir, je le crois sincèrement, offensé à l'idée que je ne saute pas sur l'occasion avec reconnaissance. Toi, plus que quiconque, a ajouté ma mère en tendant la main pour tapoter mon genou. Tu comprends ce que c'est que de vouloir un bébé. J'ai regardé sa main sur mon genou. J'ai pensé au mot « chaud ». J'ai pensé à une salle de réveil. À une couverture d'hôpital rayée et à un 4 heures du matin dont personne dans cette pièce ne savait qu'il avait existé. Oui, ai-je dit. Je comprends exactement ce que cela signifie. Alors? Tu vas aider ta sœur? Je vais y réfléchir, ai-je répondu. Et j'ai souri. Et je pensais vraiment ce sourire, ce qui m'a effrayé moi-même un peu. Voici la partie qui a véritablement scellé ma décision. Ce n'était pas l'argent. Avec l'argent, j'avais déjà fait la paix, d'une manière ou d'une autre. C'était ce à quoi ma mère a eu recours ensuite. Lorsqu'elle a senti que mon « je vais y réfléchir » était une porte entr'ouverte et qu'elle a tenté de la bloquer avec le seul outil qu'elle ait jamais possédé, réécrire le passé. Tu sais, a-t-elle dit sur un ton devenu soudain philosophe. Nous n'avons jamais vraiment parlé de cette période-là, cet automne-là. Et je pense que nous devrions crever l'abcès en famille si nous voulons avancer ensemble. Elle a poussé le long soupir de la personne profondément incomprise. Nous nous sommes sentis tellement mal de ne pas avoir été plus présents quand tu as eu ta situation. Mais tu dois comprendre notre point de vue. Regan. Tu ne nous as jamais dit à quel point c'était grave. Tu avais dit que ce n'était qu'une échographie. Tu as toujours été si indépendante. Si renfermée. Tu nous as totalement exclus. Nous savions à peine ce qui se passait jusqu'à ce que tout soit terminé. Chaque phrase était un mensonge contenant un unique mot vrai. Ce qui est le seul type de mensonge que ma mère sait formuler. J'avais un dossier dans un tiroir de ma cuisine avec la vérité écrite en toutes lettres dans la typographie soignée de l'hôpital. J'avais un téléphone avec un journal d'appel. J'avais un père assis à 2,50 m de moi, fixant son café, qui m'avait entendu dire « Je saigne. Ils vont faire naître le bébé ce soir », et qui avait répondu « Nous ne manquons pas la répétition de ta sœur pour une échographie. » Et voici l'histoire dans laquelle ils avaient tous accepté d'emménager et de vivre à la place. J'avais été théâtrale et secrète, ils avaient été aimants et démunis, et en fin de compte, ce n'était vraiment la faute de personne. Tu as raison. Ai-je dit. Nous devrions crever l'abcès en famille. J'ai vu le soulagement d'étendre la ligne des épaules de ma mère. Faisons les choses correctement, alors. Venez chez moi. Tous les 3. Dimanche prochain. Je préparerai du café et nous parlerons de tout cela. De cet automne et de l'argent, et nous réglerons chaque détail d'un seul coup. Ma mère a rayonné. Elle pensait avoir gagné. C'est parfait.
a-t-elle dit. Tu vois. C'est exactement ce que fait une famille. Tout à fait. Ai-je approuvé. Je suis rentré chez moi ce soir-là. J'ai soulevé ma fille endormie de la poitrine de ma meilleure amie et je l'ai portée jusqu'à la voiture. Quand je l'ai installée dans son siège, elle a bougé un peu. J'ai remonté la couverture jaune de ma grand-mère sous son menton. L'étoile tordue a accroché la lumière du plafonnier. Dis-moi, portant le prénom de la seule femme qui m'ait jamais choisi. Endormie sous la dernière chose que cette femme ait confectionnée de ses mains. Et 5 kilomètres derrière moi, dans un salon lumineux et chaleureux. 3 personnes qui avaient affirmé au reste du monde que cette même enfant était morte étaient à cet instant précis en train de se féliciter de la merveilleuse tournure de la soirée. Je n'ai pas pleuré. Je vous ai dit que je ne suis pas, en règle générale, du genre à pleurer. Je l'ai attachée. Je suis monté à l'avant. Je suis resté assise dans l'allée de Meg avec les 2 mains sur le volant. Et j'ai dit à voix haute à cette étoile jaune un peu tordue, dimanche. Rien que cela. Puis j'ai ramené ma fille à la maison pour préparer la suite. J'avais 5 jours. Je les ai passés comme je passe tout le reste, calmement, méticuleusement. Et presque entièrement seul. Les gens s'imaginent qu'un règlement de compte doit être bruyant. Le mien tenait dans une pochette cartonnée avec une attache en métal. Pendant ces 5 jours, je l'ai complété. J'avais déjà mon dossier médical, chaque page. Demandé dès le mois de janvier en mon propre nom, ce qui est un droit légal auquel presque personne n'a recours. Je l'avais lu tant de fois que j'aurais pu le réciter dans le noir. Maintenant, j'y ajoutais le reste. J'ai extrait mes relevés téléphoniques pour la nuit du 26. Et c'était là, consigné dans les colonnes froides de l'opérateur, un appel sortant vers « Papa ». 21h48. Durée, 41 secondes. 41 secondes. C'est le temps qu'il faut pour dire à votre père que vous saignez et pour l'entendre choisir une répétition de mariage. Je l'ai imprimé. J'ai surligné cette ligne unique. Je l'ai glissée dans le dossier, juste derrière le dossier médical. Je veux être honnête sur ce que j'étais et n'étais pas en train de faire. Car cela pèse sur la façon dont vous me jugerez, et je souhaite que vous me jugiez. Je n'étais pas en train de monter un dossier pour leur refuser l'argent. Quelque part au cours de ces 5 jours. J'avais déjà décidé que j'allais très probablement le donner. Pas pour ma mère, ni même pour Chelsea. Mais parce qu'un enfant qui n'existait pas encore ne m'avait rien fait. Et parce que j'ai passé toute ma vie d'adulte dans des salles d'accouchement où l'on désire des bébés, et que je ne pouvais pas me résoudre à transformer ce désir en arme. Le dossier n'a jamais concerné les 30 000 $. Meg l'a dit tout haut à ma place, comme elle formule les vérités pour moi depuis nos 12 ans. Elle est venue le jeudi avec des plats à emporter et s'est assise en tailleur sur le sol de ma cuisine pendant que Nora se hissait contre la porte du four pour taper dessus comme sur un tambour. Elle m'a dit, « Bon, dis-moi quel est le véritable plan et ce que tu attends réellement de tout ça. Parce que je te connais depuis 19 ans et je vois bien que tu as pris une décision. Et ça n'a rien à voir avec un chèque. » Je me suis assise par terre à côté d'elle. Nora s'est précipitée dans l'espace entre nous et je l'ai rattrapée sous les bras. Je veux qu'il prononce son nom. Ai-je dit. Meg m'a simplement regardé. C'est tout. C'est tout le plan. Je vais tendre à mon père le rapport médical de cette nuit-là et lui demander de le lire à voix haute. Chaque ligne, de sa propre voix. À ma table. Parce qu'ils ont passé 9 mois à s'accorder sur le fait qu'elle n'était pas réelle. Et j'ai besoin de les voir essayer de maintenir ce mensonge avec le document officiel entre les mains. Je n'ai pas besoin de leurs excuses. Les excuses ne coûtent rien. Et ma mère est une femme très riche quand il s'agit de s'excuser. J'ai besoin qu'ils disent Nora à voix haute. Une fois, pour que ce soit vrai dans la pièce, pour que cela ait existé. Pour que ma fille cesse d'être une rumeur que ma mère se permet de corriger discrètement dans les réceptions.
Ma voix a commencé à trembler sur les bords. Je me suis arrêté. J'ai serré les lèvres et j'ai laissé Nora refermer tout son poing autour de mon doigt. Ça risque de te coûter plus cher à toi qu'à eux. A murmuré Meg très doucement. C'est possible, ai-je dit. Mais pour l'instant, elle est un secret. Même pour les 2 personnes qui m'ont mise au monde. Et j'en ai fini de garder ma fille enfermée dans un dossier. La pression durant cette semaine-là a été constante et maladroite. Chelsea m'a envoyé une capture d'écran du portail de paiement de la clinique avec une date limite de dépôt entouré en rouge le 30, accompagné de ces mots, s'il te plaît. Ne me laisse pas tomber. Je sais qu'on a une eau différente, mais tu es ma sœur. Ma mère a téléphoné pour m'informer que mon père ne dormait plus. Que l'angoisse le vieillissait prématurément. Comme si j'étais responsable du manque de sommeil de cet homme. Le samedi, elle a envoyé un dernier message. Tout est prêt pour demain. Papa apporte son carnet de chèques. Ah, je rigole. Ça c'est ton rayon. On t'aime. Faisons de cette journée un moment de guérison. Un moment de guérison. Elle n'avait aucune idée d'à quel point elle allait avoir raison. Ni à quel point ce serait loin de ce qu'elle imaginait. Il ne me restait qu'une seule chose à décider, et ma mère. Bénie soit-elle avec son cœur froid et bien ordonné, l'a décidé pour moi le samedi soir. Elle a appelé à 21h, sachant que Nora dormirait et que je serais seul. Plus facile à manipuler. Elle a commencé par des questions d'organisation, à quelle heure pouvait-elle apporter la salade? Puis elle en est venue à la chose qu'elle voulait vraiment dire. La formulant aussi doucement qu'on peut formuler une cruauté. Dis-moi, je me disais. Pour demain, essaie peut-être de trouver une babysitter pour l'après-midi. Pour que nous puissions discuter entre adultes sans distraction. Ce sera une conversation chargée. En émotion, et je pense sincèrement que c'est mieux si nous ne sommes que nous 4. Distraction. Des distractions. C'était enfin là, dit tout haut, toute l'architecture de leur déni résumée en un seul mot. Elle n'avait aucun doute sur le fait que ma fille existait. Aucun d'eux n'en avait. Ils savaient. Ils avaient toujours su. L'appel de tante Colline avait ébranlé quelque chose en moi à Noël. Et pendant des mois, une part infime. Têtue et pleine d'espoir en moi avait voulu croire que cette négation était un malentendu. Un jeu du téléphone arabe où l'histoire racontée par ma mère se serait déformée de bouche en bouche. Il n'en était rien. Voici la femme elle-même, 9 mois plus tard. Me demandant de faire disparaître la preuve vivante de mon enfant de ma propre maison afin que la famille puisse s'asseoir confortablement pour négocier le financement d'un autre enfant. Elle voulait que je cache Nora, non pas parce qu'elle la croyait morte. Mais parce que le fait que Nora soit vivante était encombrant pour son récit. Et ma mère n'avait jamais de sa vie laissé une vérité prévaloir sur ce qui était commode. Je vais réfléchir pour la babysitter, ai-je dit d'une voix parfaitement égale. Et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse m'entendre perdre ce calme. Voici quelque chose que vous devez savoir sur moi. Car j'ai travaillé pour gagner votre confiance et je ne vais pas la gaspiller maintenant pour me donner le beau rôle. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine après cet appel et j'ai pleuré. Enfin. Tout le poids de ces 9 mois est sorti, le dos appuyé contre le lave-vaisselle. Un torchon pressé sur la bouche pour ne pas la réveiller. Et une partie de ces larmes, je vous dis la vérité, était pour Chelsea. Parce que je sais ce que c'est que de désirer un enfant si fort que cela réorganise toute la structure de votre être. J'avais désiré la mienne avec exactement cette même force. Et quoi que ma sœur ait laissé notre mère faire d'elle. Quoi qu'elle ait cautionné en restant silencieuse à ce mariage, le désir viscéral, animal, contenu dans ces messages était authentique. Et c'était la seule chose dans toute cette affaire que je ne parvenais pas à détester. C'est là tout le piège quand on est la personne qui ressent les choses. On garde la porte entr'ouverte même après avoir vu ce qu'il a franchi. Mais désirer un enfant ne vous donne pas le droit d'effacer celui de quelqu'un d'autre. Ces deux choses peuvent être vraies en même temps. Et sur le sol de ma cuisine ce samedi soir,
J'ai enfin cessé de laisser la première excuser la seconde. J'ai donc pris ma dernière décision, et elle s'est avérée la plus facile de toutes. Pas de garde d'enfant, rien de dissimulé. Le dimanche, ma fille serait exactement là où elle vivait, chez elle, au milieu de tout. Dans la lumière. Je n'ai pas écrit de discours. Je veux que vous remarquiez ce détail, car j'avais toutes les raisons de le faire. Et je ne l'ai pas fait. J'avais passé 9 mois parmi des gens qui mettent leurs sentiments en scène, le toast au mariage. La file d'honneur, la journée de guérison. Et j'avais appris que la personne la plus bruyante dans une pièce n'est presque jamais celle qui détient une quelconque vérité. Je n'allais pas me tenir dans ma propre cuisine à leur hurler la vérité dessus pour ensuite les laisser débattre pour savoir si le volume de ma voix avait été convenable. J'allais poser la vérité sur la table dans la typographie neutre de l'hôpital et leur demander de me la lire. Que le papier se charge de faire du bruit. Moi, je resterai silencieuse. Je suis toujours silencieuse. Ma grand-mère m'a dit un jour que les gens qui écoutent finissent par savoir des choses. Et j'étais sur le point de découvrir que les gens qui gardent les preuves ont le dernier mot sans jamais avoir besoin d'élever la voix. J'ai à peine dormi. Vers 6 heures, j'ai renoncé, je me suis levé. J'ai préparé le café que ma mère aime ainsi que le bon café que j'aime. Et j'ai dressé la table avec les serviettes en tissu pour la première fois depuis que je les possédais, car si cela devait être une cérémonie, je voulais qu'elle en ait l'allure. J'ai posé le dossier sur le plan de travail près de la fenêtre. Sous un bocal de biscuits de riz de Nora, fermé, en attente. Et quand ma fille s'est réveillée, je l'ai sortie de son berceau et je l'ai habillée avec la petite barboteuse jaune beurre que j'avais gardée de côté. Puis j'ai drapé la couverture de ma grand-mère sur le dossier de la chaise haute pour qu'elle soit parfaitement visible, l'étoile tordue tournée vers l'extérieur. J'ai regardé le duo la couverture et la petite fille et j'ai prononcé ces mots. Comme je l'avais fait 100 fois dans une pièce vide, la voilà. Puis je lui ai préparé son petit déjeuner et j'ai attendu que les gens qui avaient décrété qu'elle n'était pas réelle frappent à ma porte. Ils sont arrivés, tous les trois, parfaitement à l'heure. Ma mère est entrée la première, vêtue d'un beau chemisier, portant un gâteau au citron acheté en magasin comme un passeport. Mon père derrière elle, arborant déjà la mine d'un homme qui ne souhaitait qu'une chose. Être de retour dans sa voiture. Chelsea est entrée la dernière, pâle. Ses yeux fuyant partout dans ma cuisine sauf vers la chaise haute près de la fenêtre où ma fille tapait avec une cuillère sur son plateau. Ce fut la première chose que je les ai vus faire. Tous les trois sont entrés dans ma cuisine et tous les trois ont exécuté en direct, sous mes yeux, l'art de ne pas voir un bébé. Ma mère a posé le gâteau à 45 cm de Nora et a complimenté mes rideaux. Chelsea a pris la chaise la plus éloignée de la fenêtre. Mon père est resté debout près de la porte jusqu'à ce que je lui dise de s'asseoir. C'était un chef-d'œuvre, en toute honnêteté. La chorégraphie de 9 mois d'effacement. Exécutée à la perfection dans une pièce de la taille d'une cuisine. Autour d'un bébé de 10 mois qui faisait absolument tout ce qu'un bébé fait pour être remarqué. C'est-à-dire tout ce qui est humainement possible. Elle a grandi, a dit mon père. Avant de tressaillir comme si cette phrase lui avait échappé sans permission. La tête de ma mère a pivoté d'1 centimètre vers lui. Et il a immédiatement rebaissé les yeux vers ses mains en silence. En effet. Ai-je répondu. Un café? J'ai servi. J'ai découpé le gâteau que je n'avais pas fait et je l'ai servi dans les assiettes réservées aux invités. J'ai laissé ma mère diriger la réunion comme elle aime tout diriger. Et elle nous a menés d'un pas vif vers la question financière. Comme si nous étions tous soulagés d'y arriver enfin. L'acompte devait être versé le mardi. La clinique exigeait un virement. Elle avait, disait-elle, pris la liberté de noter les coordonnées bancaires. Et elle a fait glisser un papier plié sur ma table dans ma direction. J'ai compris que, dans son esprit, la cérémonie était presque terminée et qu'il ne manquait plus que ma signature. Mais d'abord,
a-t-elle ajouté en posant sa main à plat sur la table. Sa voix descendant dans le registre qu'elle réserve à l'Église. Je veux te dire quelque chose. En tant que mère. Cette année passée. Nous nous sommes un peu perdus de vue. Et cet automne-là a été difficile pour nous tous. D'une manière que nous n'avons peut-être jamais exprimée à voix haute. Alors avant toute chose. Je veux que nous guérissions en tant que famille. Je veux que nous laissions cette terrible période derrière nous et que nous repartions sur des bases saines. Elle a regardé autour de la table pour nous rassembler. Tel un chef d'orchestre levant sa baguette. Pouvons-nous tous nous mettre d'accord là-dessus? Pour simplement aller de l'avant? C'était, je dois le reconnaître, une remarquable manœuvre. Elle avait pris la pire chose qu'elle ait jamais faite et l'avait travestie en une épreuve qui lui était arrivée à elle aussi. Une souffrance collective partagée à égalité. Une mauvaise saison sans responsable désigné. Aller de l'avant. Repartir sur des bases saines. Et 9 mois de ma vie, ainsi que chaque heure d'une nuit bien précise, allait être discrètement enterrée sous l'expression « cet automne-là ». J'aimerais beaucoup, ai-je dit, et je l'ai vu croire qu'elle avait gagné. Je vais le faire? Maman. La totalité. Les 30 000 $. Je ferai le chèque avant que vous ne quittiez cette maison aujourd'hui. Le soulagement qui a parcouru ma table a été instantané et total. Le visage de Chelsea s'est complètement détendu, et elle a plaqué ses doigts contre ses lèvres. Ma mère a dit « Oh, ma chérie », et a tendu la main pour me presser le poignet. Mon père a poussé un soupir qui semblait être le premier véritable souffle qu'il reprenait depuis une semaine. À une condition. Ai-je ajouté. La main sur mon poignet s'est figée. Le sourire de ma mère est resté exactement où il était. Mais ses yeux se sont levés et se sont fait perçants. Tout ce que tu veux. Ma puce. Absolument tout ce que tu veux. Je me suis levé, j'ai pris le dossier sur le plan de travail sous le bocal de biscuits. Je l'ai posé au milieu de la table. J'en ai extrait une seule page et je l'ai tournée pour qu'elle fasse face à mon père. Tu viens de dire que tu voulais crever l'abcès à propos de cet automne-là. Ai-je dit. Moi aussi. Alors avant que je n'écrive quoi que ce soit. Je veux que tu lises ceci à voix haute, papa. Tout entier, chaque ligne. Mon père a regardé la feuille de la manière dont un homme regarde un serpent dans les hautes herbes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le compte-rendu médical de cette nuit-là, à l'hôpital. La nuit de la répétition. Je me suis rassise. J'ai croisé les mains sur mes genoux. J'étais, je vous le promets, d'un calme absolu. Vous m'avez dit que je ne vous avais jamais fait comprendre à quel point c'était grave. Alors. N'utilisons ni mes mots. Ni les vôtres. Lisons ce que l'hôpital a consigné avec ses propres termes à ce moment précis. Commence par le haut. Il ne voulait pas le faire. Je l'ai vu refuser de tout son corps, la manière dont ses épaules se sont redressées. La manière dont il a jeté un regard vers ma mère pour chercher du secours. Mais ma mère, qui n'avait jamais de sa vie rencontré une situation qu'elle ne pensait pas pouvoir manipuler, a fait un petit signe de tête condescendant, lis cette bêtise, fais-lui plaisir. Et ensuite nous aurons le chèque. Mon père a mis ses lunettes de lecture. Les mêmes que j'avais autrefois portées dans la poche de mon manteau dans une dizaine de salles d'attente, et il a commencé à lire. Patiente, a-t-il lu. Regan Ashby, 31 ans. Sa voix était plate et prudente. Celle d'un homme qui traverse une rivière sur des pierres mouillées. Continue. Motif d'admission. Une pause. 36 semaines. Décollement placentaire. Césarienne d'urgence. Il s'est arrêté là. Sa langue a humecté ses lèvres. Tout. Papa. La ligne suivante.
Sa mâchoire s'est contractée. Consentement, a-t-il lu plus bas. Signé par la patiente. Puis les mots suivants sont sortis si faibles que je les ai à peine entendus de l'autre côté de ma propre table, famille présente, aucune. La cuisine est devenue si silencieuse qu'on entendait le cliquetis mouillé de Nora mâchouillant sa cuillère. Famille présente, aucune. C'était là, dans la typographie froide de l'hôpital. Tout était là, consigné. Daté et certifié par une nuit à laquelle pas une seule personne autour de cette table n'avait daigné assister. Ma mère s'est agitée. Car le silence est la seule chose qu'elle ne supporte pas dans une pièce. Enfin, c'est morbide, a-t-elle lancé avec vivacité. Époussetant sur ses genoux des miettes imaginaires. Regan, franchement. Nous sommes venus ici pour aller de l'avant. Pas pour ressasser la nuit la plus douloureuse de toutes nos vies. Et tu dois comprendre que nous ne savions pas. Tu m'as appelé et tu as dit que c'était une simple échographie. Je t'ai appelé le jeudi pour te dire que c'était une échographie, parce que le jeudi, c'était le cas. Ma voix n'a pas monté d'un ton. C'est la chose dont je suis la plus fière dans toute cette histoire, elle n'a pas monté d'un ton. Pas une seule fois. Le vendredi soir, j'ai appelé papa et je lui ai dit que je saignais et qu'ils allaient faire naître le bébé. 20 et 1h48. L'appel a duré 41 secondes. J'ai sorti le relevé téléphonique du dossier et je l'ai tourné de façon à ce que la ligne surlignée lui fasse face. C'est sur la facture. Tu peux garder cette copie, j'en ai d'autres. Je me suis tourné vers mon père. Tu te souviens de ce que tu m'as dit pendant ces 41 secondes? Moi. Je ne l'ai jamais oublié. Mais je n'ai même pas besoin que tu t'en souviennes. Papa. J'ai juste besoin que tu continues de lire. Il reste une ligne. Ma mère a tendu la main pour attraper la feuille. Mon père ne la lui a pas laissé prendre. Je veux que vous compreniez la portée de ce geste. Car je n'avais jamais vu cela en 31 ans, mon père, qui s'écrasait devant ma mère pour la couleur des murs. La nourriture des réceptions et les textes lus aux funérailles de sa propre mère. A interposé son avant-bras entre cette page et la main de ma mère et ne la lui a pas cédée. Il avait lu la suite. Il avait déjà trouvé la dernière ligne, il la regardait. Et j'ai vu la prise de conscience envahir son visage. De l'autre côté de la table, Chelsea a émis un petit bruit étouffé. Elle avait cessé de fixer ses genoux. Elle regardait vers la fenêtre, vers la chaise haute, vers Nora. Elle la regardait véritablement, la barboteuse jaune beurre. Les deux petites dents et le poignet potelé qui agitaient la cuillère. Comme si elle la voyait pour la toute première fois, ce qui était le cas. Je m'en suis rendu compte. 9 mois s'étaient écoulés sans que ma sœur ne s'autorise une seule fois à la regarder en face. Maman. A dit Chelsea d'une voix brisée. Maman? C'est. Elle est. Lis-le. Papa. Ai-je dit doucement. Aussi doucement que j'ai jamais parlé. Ligne 3. Il a ouvert la bouche. Enfant? A-t-il lu? Et sa voix n'était plus plate du tout. Sexe féminin. Née vivante. 1h14. Il s'est arrêté. Sa gorge s'est nouée violemment. Le papier a commencé à trembler. Un léger tremblement remontant depuis le coin inférieur de la feuille, et ma mère a prononcé. Warren, de cette voix qu'elle utilise pour faire plier les hommes. Et pour la première fois de tout leur mariage, cela n'a eu aucun effet. Il ne la regardait pas. Il fixait les derniers mots de la ligne, prénom attribué. Et il ne parvenait pas à les prononcer. Il a essayé. J'ai regardé mon père tenter de dire le prénom de ma fille et échouer. Sa bouche a formé la première sonorité douce du mot, mais aucun son n'est sorti. Ses yeux se sont remplis de larmes qui ont débordé.
Et le bruit qui a fini par sortir de sa gorge n'était pas un mot. C'était le son qu'émet un homme grand. Fier et fermé lorsqu'une chose qu'il a gardée verrouillée pendant très longtemps cède d'un seul coup. Parce que le prénom à la ligne 3 était Nora. J'avais donné à ma fille le prénom de sa propre mère. La seule personne de toute mon enfance qui m'ait jamais regardé en premier quand j'entrais dans une pièce. Il avait passé 9 mois à cautionner le fait que cet enfant n'existait pas. Et voici que son prénom, le prénom de sa propre mère, était imprimé par l'hôpital au-dessus d'une naissance vivante à 1h14 du matin. Dans une cuisine où l'enfant elle-même était assise à 1,20 m de lui, vêtue de jaune, tapant avec sa cuillère, éclatante, indéniablement vivante. Et il ne parvenait pas à le prononcer. Le prénom de ma fille a brisé mon père en deux à la table de sa propre fille. Et personne n'avait eu besoin d'élever la voix pour cela. Le papier s'en était chargé. Je lui avais seulement demandé de lire. Personne ne bougeait. Chelsea avait les 2 mains plaquées sur la bouche et des larmes coulaient entre ses doigts. Ma mère avait pris cette teinte grise très spécifique d'une femme qui regarde un édifice qu'elle a conçu s'effondrer exactement selon les plans. Mon père a retiré ses lunettes et a enfoui son visage dans ses mains. Cette grande main que je regardais autrefois réparer des objets cassés sur son établi. Et il a sangloté. De ses sanglots ont émergé 3 mots, les seuls qui aient jamais compté dans toute cette histoire. Les 3 mots exacts pour lesquels j'avais ouvert une pochette vide en décembre. Elle est vivante. A-t-il dit. C'est Nora. Elle est vivante. Elle a toujours été vivante. Ai-je répondu. Elle est vivante depuis le début. Elle était vivante au mariage. Elle était vivante à chacun des dîners auxquels vous m'avez invité ce printemps. Elle a été vivante dans chacune des pièces où vous avez tous convenu qu'elle ne se trouvait pas. J'ai regardé ma mère en disant la fin de ma phrase. Parce qu'elle était l'architecte de chacune de ces pièces, qu'elle le savait. Et que pour une fois dans sa vie entière, elle n'avait plus rien pour diriger la situation. Et puis ma fille, qui avait commenté toute cette apocalypse feutrée à coups de cuillère, a laissé tomber son couvert sur le plateau avec un grand bruit et a lancé dans ce silence immense. Avec l'insouciance lumineuse des tout-petits, da. Juste un son. Elle le dit au chien, au ventilateur de plafond et à son propre pied gauche. Cela ne voulait rien dire, mais cela a traversé la cuisine comme un courant électrique. Car chaque adulte dans cette pièce a compris au même instant que le seul homme à cette table qui ne mériterait plus jamais ce mot était l'homme assis avec son visage mouillé dans les mains. Que c'était sa propre responsabilité du début à la fin. Et qu'il n'existait aucun dossier au monde capable de lui rendre cela. Permettez-moi de m'extraire de cette cuisine un instant, si vous êtes resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes exactement la personne pour qui j'ai écrit tout cela. Si votre famille a un jour tenté de vous effacer discrètement de votre propre vie. Si vous avez déjà dû tendre à quelqu'un la preuve d'un fardeau qu'on vous a forcé à porter seul. Faites une chose pour moi avant que je ne termine. Gardez en mémoire le nom de la personne qui vous a choisi quand ceux qui étaient censés le faire ne l'ont pas fait. Une grand-mère, une amie, une inconnue en blouse d'hôpital à 4 heures du matin. Prononcez ce nom, car c'est là, en définitive, toute la raison pour laquelle je vous raconte cela. Puis revenons clore cette porte de la bonne façon. J'ai laissé le silence s'installer dans la cuisine jusqu'à ce qu'il cesse d'être utile. Puis je me suis levé, j'ai sorti mon carnet de chèques du tiroir. J'ai rédigé le chèque sur le plan de travail en leur tournant le dos. Je l'ai détaché et je l'ai posé sur la table à côté du gâteau au citron intact, face visible. Tourné de manière à ce que Chelsea puisse lire le montant. C'est pour toi. Ai-je dit à ma sœur. Pas pour elle. Pour toi. Parce que tu es la seule des 3 personnes à cette table qui ait jamais désiré quelque chose de sincère. Même après avoir laissé notre mère transformer cela en quelque chose de laid. Prends-le. Va avoir ton bébé. J'espère de tout mon cœur que cela fonctionnera dès la première tentative. Chelsea pleurait trop fort pour réussir à parler au début.
Elle a regardé le chèque, elle a regardé Nora, elle m'a regardé. Et ce qui est finalement sorti d'elle était faible, brisé, et arrivait avec 9 mois de retard. Mais cela venait d'elle et non de notre mère. Et je lui reconnaîtrai au moins cela jusqu'à mon dernier jour. Je l'ai laissé faire. A-t-elle dit. Regan. Je me tenais là dans cette robe et je l'ai entendu dire à tante Colinéa. Tout le monde que tu avais. Que le bébé. Et je n'ai rien dit. Je me suis dit que ce n'était pas mon jour à gâcher. Je suis tellement désolé. Tellement désolé. Je sais que tu l'as laissé faire, ai-je répondu. Et maintenant? C'est à toi de porter cela. J'ai porté mon épreuve dans une salle de réveil toute seule à 4 heures du matin. Tu porteras la tienne. C'est ainsi que ça fonctionne. Ce n'était pas un pardon. Ce n'était pas non plus un refus de pardonner. C'était simplement la vérité posée sur la table à côté du chèque. Et je crois qu'elle a compris la nuance, car elle a hoché la tête. A pressé le chèque contre sa poitrine comme s'il pouvait la réchauffer. Et n'a pas essayé une seule fois de me forcer à lui dire que tout allait bien. Puis je me suis tourné vers ma mère. J'avais gardé une seule phrase pour elle. Je l'avais retournée dans ma tête pendant 7 mois, et elle était très courte. Et je l'ai prononcée calmement. Car j'ai appris des meilleurs dans ce métier que ce sont les choses dites à voix basse qui portent le plus. Tu as dit à des gens dans 2 États que ma fille était morte. Ai-je dit. Pour qu'un samedi entier soit consacré à Chelsea. Je ne vais pas crier. Je ne vais pas faire de scène à la fête de l'Action de grâce ni te transformer en une histoire que je raconte en soirée. Je vais seulement te dire ce qui va se passer maintenant. Et ensuite vous finirez votre café et vous rentrerez chez vous. Tu ne feras pas partie de sa vie. Pas pour te punir. J'ai dépassé le stade de vouloir te punir. Mais parce que dans l'unique instant qui comptait véritablement. Tu m'as montré exactement comment tu la traites lorsqu'elle devient gênante pour toi. Tu l'as enterrée pour garder une après-midi bien ordonnée. Une femme capable d'une chose pareille n'a pas le droit de la tenir dans ses bras. J'ai alors soulevé ma fille de sa chaise haute. Elle est montée sur ma hanche et s'y est calée comme si elle avait été moulée pour s'y nicher. J'ai tendu la main en arrière pour attraper la couverture jaune de ma grand-mère sur la chaise et je l'ai enroulée autour des épaules de Nora. L'étoile tordue bien en vue là où tous les 3 pouvaient la voir. Tu sais à qui elle appartenait? Ai-je dit à ma mère. Tu étais dans la pièce quand elle l'a fabriquée. Ma mère a regardé la couverture et une expression a traversé son visage. Une chose que je n'y avais jamais vue en 31 ans, ni aux funérailles. Ni devant aucune tombe, jamais. De la reconnaissance. Et sous cette reconnaissance. Si profondément enfouie que je ne crois pas qu'elle pouvait en toucher le fond elle-même. Quelque chose qui aurait pu, chez une autre femme, devenir un jour de la honte. Sa bouche s'est ouverte, et pendant une étrange seconde suspendue, j'ai sincèrement cru que ma mère, au tout dernier moment, allait peut-être prononcer le prénom elle aussi. Cette couverture est plus vieille que toi. A-t-elle dit. Et la voilà, tout entière résumée en une phrase. J'ai failli rire, debout dans ma propre cuisine avec ma fille sur la hanche. Au lieu de cela, j'ai porté Nora jusqu'à ma porte d'entrée. Je l'ai ouverte en grand et je suis resté là à la tenir. Le souvenir de ma grand-mère drapée autour des épaules de ma fille, et j'ai attendu. Ils sont sortis. Chelsea la première, le chèque pressé contre son cœur, fuyant mon regard. Murmurant quelque chose qui pouvait être un remerciement ou une excuse. Essayant sans doute d'être les deux à la fois. Ma mère ensuite, le menton déjà relevé, en train de préparer mentalement, je n'en doute pas, la version de cet après-midi qu'elle livrerait à ses amis. Et mon père s'est arrêté sur le seuil. Il a regardé Nora pendant un long moment. La regardant vraiment comme il avait refusé de le faire pendant 9 mois. Imprimant tout son visage dans sa mémoire comme un homme qui sait qu'il s'apprête à perdre quelque chose pour toujours. Ses lèvres ont bougé, est-ce que je peux
A-t-il commencé? Non, ai-je dit. Sans cruauté, simplement avec vérité. Pas aujourd'hui. Papa. Peut-être jamais. Cette part-là t'appartient désormais. J'ai affronté la mienne dans une salle de réveil toute seule. Tu peux affronter la tienne dans la voiture. Il est parti. J'ai fermé la porte. J'ai tourné le verrou. Et puis, dans le silence soudain et immense de ma propre maison, le café refroidissant. Un chèque de 30 000 $ parti sur le cœur de ma sœur. Toute ma famille biologique descend dans l'allée pour ce que je savais déjà être la dernière fois. Ma fille a attrapé une poignée de mes cheveux et a éclaté de son rire de sac de billes directement dans mon oreille. Je suis resté là dans le couloir et je me suis autorisé à ressentir la situation. Pas du triomphe, rien d'aussi éclatant ou bruyant que le triomphe. Simplement le soulagement immense, précis et silencieux d'une femme qui avait enfin, après 31 ans, cessé d'attendre d'être choisie, parce que quelque part, devant une table de cuisine avec une pochette vide, sans même s'en être rendu compte sur le moment, elle était devenue celle qui choisit. C'était en juillet. C'est un automne différent et plus doux désormais, et je vais vous dire comment tout s'est apaisé. Parce que vous méritez de connaître la fin et que je ne laisse pas les gens sur le pas de la porte. Le chèque a été encaissé. Chelsea s'en est servi. Je le sais grâce à Colline. Colline et moi nous parlons tous les dimanches maintenant. La fille de ma grand-mère est celle qui porte son prénom lors du même appel vidéo. Avec Nora qui pousse des cris joyeux vers l'écran pendant tout ce temps. Colline est venue en voiture au mois d'août, a pris ma fille dans ses bras pour la première fois. A pleuré sur le sommet de sa tête et a dit, elle a le menton de ma mère. Je le jurerai devant Dieu. Et elle avait raison. C'est le cas. Nora a maintenant toute une branche de famille qu'elle n'avait pas en juin. Et chaque feuille de cette branche a poussé à partir de la seule personne qui a décroché son téléphone à Noël au lieu de choisir un camp. Ma mère, d'après ce qui me revient aux oreilles, a donné à son cercle une version où elle a le beau rôle de la victime. Une mère rejetée sans aucune raison pour un petit malentendu lors du mariage. Vous savez à quel point Reagan a toujours été susceptible. J'ai fait la paix avec l'existence de cette version dans le monde. Voici ce que je comprends enfin des gens qui réécrivent le passé pour y survivre. Leur version réécrite n'atteint jamais ceux qui étaient réellement dans la pièce. Colline est dans la pièce maintenant, du côté de la vérité. Chelsea aussi. Et par-dessus tout mon père, qui sait exactement ce qu'il a lu sur cette page à ma table de cuisine. Et qui doit vivre avec le véritable récit de cet après-midi-là. Peu importe si la femme à ses côtés lui en raconte un plus doux chaque soir de sa vie. Chelsea m'a écrit une lettre en septembre, une vraie lettre manuscrite de 4 pages. Elle ne me demandait absolument rien dedans. Elle ne me demandait même pas de lui pardonner. Ce qui est la seule raison pour laquelle j'ai lu jusqu'à la dernière page. Elle m'a raconté qu'elle était restée assise dans sa voiture dans mon allée pendant 20 minutes ce jour-là avant que Brett ne parvienne à la convaincre d'enclencher la marche arrière. Elle m'a dit que le traitement avait fonctionné cette fois-ci. Dès le tout premier et c'est grâce à mon argent, et elle a écrit. Le prénom de ta fille est désormais dans mes prières, même si je n'ai aucun droit de le dire. Mais je le dis quand même. Elle m'a dit que si tout se passe comme il l'espère et si jamais je l'autorise un jour, elle aimerait que son enfant grandisse en connaissant le mien. Je n'ai pas encore répondu, mais je vais le faire. Pour certaines portes, je suis encore en train de décider à quel point je souhaite les ouvrir. Et c'est là tout l'enjeu, c'est moi qui décide désormais. J'ai cessé de laisser ma mère se tenir au gond de ma vie pour me dicter ce que j'ai le droit de toucher. Mon père appelle le premier dimanche de chaque mois. Je laisse systématiquement sonner jusqu'à la messagerie, je conserve chaque message. Je n'en ai effacé aucun, et je ne l'ai pas encore rappelé. Il ne demande plus à venir me voir. Il répète principalement les mêmes choses de cette même voix lente et hésitante. Qu'il repense à cette nuit-là, qu'il repense à ces 41 secondes. Qu'il sait qu'il n'y a plus rien d'autre à faire de ses pensées que de les porter en lui. Dans son dernier message, il a dit
Je prononce son prénom à voix haute tous les jours maintenant. Je m'oblige à le dire dans mon camion pour ne plus jamais pouvoir prétendre que je ne le pouvais pas. Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai écouté mon père prononcer « Nora » sur mon répondeur, seul dans son camion avec 9 mois de retard. Et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu que je ne désirais pas particulièrement. Ce n'était pas du pardon, mais cela aurait pu être les premiers frémissements lointains qui le précèdent dans le ciel. Je ne sais pas encore, et j'ai le droit de ne pas savoir. Une fois, je vous l'avoue parce que nous avons dépassé le stade où je ferais semblant d'être faite. De Pierre, une fois en octobre. Après un message où sa voix s'est brisée de la même manière que sur cette feuille de papier. J'ai été jusqu'à afficher son contact et laisser mon pouce planer au-dessus de son nom. Puis Nora s'est réveillée en pleurant au bout du couloir. J'ai posé le téléphone et je suis allé la voir à la place. Et le temps qu'elle se rendorme, le moment était passé. J'en suis venu à comprendre que c'est sans doute ainsi que les choses se passeront. Non pas par une seule décision nette, mais par un millier de petits soirs où elle est celle vers qui je me tourne et lui est celui que je laisse de côté. Peut-être qu'un soir, je décrocherai le téléphone au lieu de le reposer. Je ne le sais sincèrement pas. Ce que je sais, c'est que ce sera ma nuit pour choisir, et que plus personne ne planifiera jamais mon cœur autour du samedi d'un autre. Meg est la marraine de Nora désormais, par écrit. Car j'ai appris à consigner sur papier les choses qui soutiennent la structure d'une vie. Franny a pris sa retraite au printemps et passe garder Nora pendant mes longues gardes en appelant. Cela, emprunter notre petite. Ma fille a un tiroir rempli d'affaires tricotées à la main dans 3 maisons différentes qui ne sont pas la mienne. J'ai repris mon travail dans mon service à l'automne. J'accueille toujours les bébés d'autres femmes pour les déposer, chauds, furieux et tout neufs, dans les bras impatients qui attendent dans le couloir. Je me tiens toujours au milieu de ce silence si particulier lorsqu'une échographie devient muette. Mais je m'y tiens différemment désormais. De temps en temps, auprès de celles qui sont venues toutes seules, je me penche tout près. Comme Franny s'est penchée un jour vers moi, et je leur dis la chose la plus vraie que je possède. Vous n'êtes pas aussi seul dans cette pièce qu'elle essaie de vous en convaincre. Je le sais. D'expérience. Nous avons fêté le premier anniversaire de Nora dans mon jardin à la fin du mois de septembre. 1 an presque jour pour jour après la nuit où j'avais signé seul mon nom sur cette page. Il y avait un gâteau de supermarché. Car c'est apparemment le seul véritable sacrement de ma famille. Il y avait des guirlandes en papier que Meg avait suspendues de travers et qu'elle avait catégoriquement refusé de redresser. Il y avait Franny, il y avait Colline. Et il y avait 4 femmes de mon service encore chaussées des baskets qu'elles portent pour l'heure. Garde de 12 heures. Ma fille portait une couronne en carton qui ne tenait pas en place. Avait du glaçage dans les 2 sourcils et représentait, selon toutes les mesures qui aient jamais eu de valeur, le monde entier pour un jardin rempli de personnes qui avaient choisi d'être là. Pas une seule ne faisait semblant qu'elle n'existait pas. Chacune d'entre elles était venue. J'ai remarqué, au milieu de l'après-midi, que je n'avais pas pensé une seule fois aux 3 personnes absentes. C'est la mesure la plus fidèle que je puisse vous donner. Il n'y avait tout simplement plus de place dans ce jardin pour leur absence. Il avait déjà été comblé d'un bord à l'autre par les gens qui répondent présents. Et quand la lumière est devenue dorée et basse, comme elle le fait à la fin du mois de septembre de ce même or qui baignait l'après-midi où je l'avais ramené chez nous pour la première fois. Je l'ai rentrée à l'intérieur, lourde, collante et à demi endormie sur mon épaule. Je l'ai couchée dans son berceau et j'ai fait ce que j'ai fait chaque nuit de son existence. J'ai remonté sur elle la couverture jaune de ma grand-mère. L'étoile tordue tournée vers l'extérieur, et je l'ai lissée. Je suis resté debout au-dessus de son berceau dans le noir pendant un long moment. Comme on le fait après une journée immense. La maison était silencieuse autour de nous. La vaisselle de la fête s'empilait encore dans l'évier et je l'y ai laissée. Elle pouvait attendre. Ma grand-mère est partie depuis 14 ans maintenant. Et pendant une grande partie de ces années, j'ai été en colère silencieusement. Comme je le suis pour tout.
Du fait que la seule personne qui m'ait jamais choisi m'ait été enlevée si tôt. Avant que j'aie quelqu'un pour lui prouver qu'elle avait eu raison. Avant que je puisse lui montrer que j'avais mérité d'être choisi. Je ne porte plus ce fardeau, car elle n'est pas partie. Pas vraiment. Elle est brodée dans un carré de flanelle jaune avec une étoile un peu tordue. Elle est inscrite sur la 3e ligne d'un dossier médical dans un tiroir de ma cuisine. Et elle dort dans ce berceau avec du sucre séché dans les sourcils, respirant calmement. Rêvant à tout ce dont rêvent les bébés de 10 mois. Ma grand-mère m'a dit autrefois à sa table de cuisine. Alors que j'avais 17 ans et que j'étais pratiquement invisible dans ma propre maison. Que je serais un jour le monde entier de quelqu'un et que je serais doué pour cela. Parce que je savais déjà au fond de moi exactement ce que cela fait de naître le monde de personnes. Elle avait raison sur les 2 points. Elle avait presque toujours raison. Il m'a simplement fallu vivre assez longtemps. Perdre assez et cesser d'accorder mon espoir aux mauvaises personnes pour arriver ici dans l'obscurité et découvrir qu'elle avait vu juste depuis le début. J'ai beaucoup réfléchi cette année à ce qu'est véritablement une famille. Depuis que ce mot est devenu pour ma mère un levier qu'elle utilisait chaque fois qu'elle avait besoin de soulever quelque chose. Voici où j'en suis arrivé, pour ce que cela vaut pour vous, quelle que soit la table de cuisine. Le trajet nocturne ou la chaise en plastique d'hôpital d'où vous m'écoutez. La famille ne se résume pas aux personnes qui partagent votre sang. Ce ne sont même pas nécessairement les gens qui sont censés vous aimer. La famille, ce sont les gens qui viennent. C'est la collègue qui prend la route sur son jour de repos en tenue civile. C'est l'ami à 150 km au nord qui découvre votre message avec 4 heures de retard et monte quand même dans sa voiture. C'est la grand-tante qui décroche son téléphone à Noël et refuse catégoriquement de répéter le mensonge. C'est quiconque, au moment où l'échographie s'arrête, que la pièce se vide. Que le stylo est attaché au formulaire et qu'il y a un espace vide pour une 2e signature. Quiconque choisit à cet instant précis d'être le second nom sur la page. Ce sont ceux-là que vous gardez. Vous avez le droit de bâtir tout un monde autour d'eux. Et vous avez le droit, cette partie m'a pris 31 ans à comprendre, de fermer doucement la porte, sans le moindre mot d'excuse, à tous ceux qui vous ont appris à attendre moins que cela. Au tout début de tout ceci, je vous ai dit qu'un prénom vous attendait à la fin. Et que vous voudriez être là quand il serait enfin prononcé à voix haute. Vous êtes resté. Je vous en remercie, du fond du cœur. Le voici donc, dit simplement et enfin. Par la seule personne qui n'a jamais eu besoin d'un dossier pour savoir que c'était la vérité. Elle s'appelle Nora. Elle est née à 1h14 du matin d'une femme qui a signé seule pour elle. Et qui signerait seule à nouveau 1000 fois sans la moindre hésitation. Elle est vivante. Elle a été vivante tout ce temps. Et elle va grandir dans une maison où les mots pour la définir ne seront ni « capable », ni « commode », ni une « distraction » qu'on renvoie de la pièce pour une après-midi. Le mot pour elle est « choisi ». Elle n'aura jamais à apprendre ce que ma grand-mère a su et ce que j'ai su. Elle ne passera pas un seul jour de sa vie à découvrir ce que cela fait de naître le monde de personne, parce que cela lui a été remis entre les mains dès son tout premier souffle. La seule chose que j'ai attendue pendant 31 ans que quelqu'un me donne. Et que je me suis finalement offerte moi-même, avec un stylo, devant une table de cuisine. Je me suis penché au-dessus du rail. Je le lui ai dit comme ma grand-mère me l'avait dit autrefois. Les mêmes mots exacts. Pour que ce qu'il y a de bon se transmette de génération en génération comme les belles choses sont censées le faire. De main en main, d'étoile en étoile. Tu étais celle que j'aurais choisie. Ai-je murmuré dans l'obscurité tiède au-dessus du berceau de ma fille. Si l'on avait le choix. Et puis, parce que c'est la chose la plus vraie que je posséderai jamais et parce que personne de vivant ne m'obligera plus jamais à la garder enfermée dans un dossier, je l'ai choisie.